Je vais vous admettre que j'ai du mal à comprendre la haine que reçoit le deuxième film, du coup je me suis dit ok, je vais re-regarder Gladiator 1 et 2 et on va en parler en détail. Salut à tous, ici Reg, vous le savez, cette semaine j'ai sorti une vidéo concernant Gladiator 2, j'en ai fait ma critique et j'ai l'impression d'être l'une des seules critiques positives de YouTube. Il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec moi, mais on n'est pas beaucoup et dans les commentaires il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord et beaucoup de personnes comparées au premier film. Forcément, c'est normal, c'est logique. Du coup, j'ai re-regardé le premier film pour la énième fois de ma vie parce que ça fait partie d'un de mes films préférés et j'en profite du coup pour faire la critique du premier film que je n'avais jamais faite auparavant sur la chaîne et j'ai revu aussi le deuxième afin de reparler du deuxième et vous répondre directement. Je vais évidemment dresser des parallèles entre les deux films. J'ai vu les films en VO, donc si parfois je paraphrase des citations en français, excusez-moi, mais c'est bizarre si je vous l'ai dit en anglais. Bref, ça sera au cas par cas. Ça sera évidemment avec plein de spoilers. Je compte sur vous dans les commentaires pour me donner votre avis sur le premier et deuxième film. Et pour ceux qui se demandent où regarder les films, eh bien le deuxième, vous pouvez le voir au cinéma actuellement, et le premier, il est disponible sur Prime et Max. Mais attention, parce que la version Prime et Max, c'est la version courte de une du film, et c'est aussi la version HD et non pas 4K, alors que la 4K du film est magnifique. Pour avoir la 4K, il faudra acheter le Blu-ray 4K ou alors le trouver par un autre moyen. Et si je change un peu de vêtements ou d'éclairage, c'est normal, je fais plusieurs tournages pour cette vidéo qui sera un peu plus longue que d'habitude. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est Borgos VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui et c'est un service utile que j'utilise régulièrement. Vous le savez, hein, nous avons l'un des pires catalogues streaming et afin de doubler la taille de ce catalogue, vous pouvez utiliser un VPN. Je vais vous mettre dans la description, dans le commentaire épinglé, des liens qui vous indiquent dans quel pays est disponible le film que vous voulez regarder. C'est super simple d'utilisation. Ensuite, vous changez de pays, vous allez aux USA, au Canada, au Royaume-Uni, en Italie, en Suisse, en Belgique, pour les pays qui ont la VSTFR et même la VF. Quelques exemples sur Netflix, vous avez Kung Fu Panda 4, Bad Boys 4 et déjà Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, l'un des meilleurs films de l'année. Sur Disney+, vous avez déjà le nouveau Planète des Singes, Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2 et Alien Romulus qui arrive ce mois-ci. Et sur Max, que je vous conseille d'utiliser via l'application Max, mais si vous avez l'abonnement via Canal, vous pouvez quand même utiliser l'application Max. C'est la fête, hein. Vous avez Le Garçon et le Héron, vous avez Horizon de Kevin Costner, vous avez Civil War, vous avez Furiosa, vous avez Maxine, vous avez Trap. Et pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium, donc pas de publicité, les vidéos téléchargées ou en mode podcast, et vous soutenez plus les créateurs pour ceux que ça intéresse, pour beaucoup moins cher. Vous prenez un VPN dans l'Union Européenne, comme la Roumanie, la Bulgarie, où c'est moins cher, et vous vous abonnez et ça fonctionne. Et si vous n'arrivez pas, il y a des tutos qui vous montrent comment le faire rapidement. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à Borgos VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Gladiator 1, pour faire un résumé rapide, il est sorti en l'an 2000. Il a gagné 5 Oscars, dont meilleur film, meilleur acting, meilleurs effets spéciaux, meilleur son et meilleur costume. Donc c'est quand même un très gros film des années 2000. Le plus gros de son année de sortie, c'est évident. Film rapidement devenu culte. Je pense que ma génération, on a tous grandi avec. Je veux dire, moi j'étais tout petit lorsque Gladiator est sorti et je l'ai vu à la télé plein de fois et je l'ai revu en salle plein de fois. Je l'ai d'ailleurs vu en ciné-concert il y a pas longtemps et je vais vous le dire tout de suite, ma séance ciné-concert, c'était genre la meilleure séance cinéma de ma vie. Oui, l'écran était un peu nul, c'était le Zénith de Lille. Mais honnêtement, voir le film avec un orchestre symphonique, c'est quelque chose, croyez-moi. Je l'ai vu plein de fois et cette fois-ci, j'ai décidé d'opter pour la version longue que j'avais aussi vue auparavant. C'est pas une découverte me concernant, j'ai vu le film trop de fois de toute façon. Mais pour ceux qui se posent la question des différences, comme d'habitude, si vous voulez savoir pour n'importe quel film, vous allez sur Movie Censorships. Mais pour faire simple, il y a 14 scènes supplémentaires dans la version longue, 16 minutes de plus. Donc la version longue dure quoi, 2h50, un truc comme ça. Et le réalisateur, Ridley Scott, n'a pas vraiment de préférence. Moi, ma préférence, c'est que je trouve la version courte meilleure du film, juste en termes de rythme. Mais ça ne veut pas dire que la version longue est forcément moins bonne. C'est-à-dire que oui, la version longue va juste ajouter plein de scènes qui sont pas spécialement nécessaires, mais qui rajoutent du contexte et un peu plus de développement de personnage. Donc si vous n'avez jamais vu la version longue, bah tentez-la. Honnêtement, elle vole des tours tout de même. Ça crée évidemment plus de contexte et ça met un peu plus dans l'ambiance. Mais en termes de rythme, je la trouve un petit peu trop longue. Le film commence avec un texte introductif qui parle des motivations de l'Empire romain, qui est grand, mais qui veut s'agrandir constamment. On commence directement avec un plan sur une main, sur du blé, une musique angélique, et c'est là
que se crée un mystère. On ne sait pas ce que c'est en réalité. Et le premier vrai plan au présent, disons, c'est le plan sur Russell Crowe et on comprend le personnage en un plan. Il a le regard déterminé, on comprend que c'est un général, il est en armure, les gens autour de lui le respectent, il commande une grande armée, mais juste avec le regard au début, on comprend. En un plan, t'as compris tout le personnage et où il se situe psychologiquement à ce moment-là. Même pas besoin de paroles, même pas besoin des autres officiers de l'armée ou de l'armée elle-même, là t'as tout compris. Mais évidemment, les troupes arrivent en musique, montrent le respect au général, tout le monde l'aime, et ça montre une sorte de peuple civilisé qui est directement mis en parallèle avec les barbares, prénommés comme ça, qui exécutent les messagers et qui sont eux habillés de fourrure et sans métal. Donc automatiquement, t'es avec la Légion romaine, tu dis ok, c'est eux les gens civilisés entre guillemets, de l'autre côté les barbares, jusqu'au moment où l'un des officiers dit que les barbares devraient savoir lorsqu'ils sont conquis. Et Maximus répond, est-ce que nous le saurions? Et en vrai, ça montre un truc intéressant. Premièrement, peut-être la Légion romaine a l'air bien plus civilisée, mais elle ne l'est pas forcément, parce que c'est eux qui sont en train de faire la conquête. Et ensuite, ça montre le respect quand même du personnage de Maximus envers son opposant. Pour lui, c'est pas personnel. Il fait ça parce que c'est son devoir de Romain. Il n'abandonne contre rien, mais en même temps, tu vois qu'il a un code moral assez rapidement, tout en ayant une sorte d'empathie et de compréhension pour ses ennemis. C'est là que la bataille commence, avec évidemment la première fois que tu entends force et honneur et unleash hell, qui sont des phrases devenues rapidement cultes, qui sont réutilisées dans le deuxième film, et j'en parlerai plus tard de cet argument par rapport aux citations cultes et aux phrases qui sont devenues légendaires par rapport au film, mais évidemment avec le contexte et le charisme, elles sont assez badass, disons les choses, sans même parler du parallèle qui est fait avec l'enfer et l'Élysée qu'on va voir par la suite. Et j'aime beaucoup la manière dont Ridley Scott, encore une fois ici, comme dans le deuxième d'ailleurs, va escalader le combat du plus petit soldat jusqu'à l'archer, aux catapultes et au plan caché de Maximus dans la forêt à côté avec la cavalerie. Il y a vraiment une accumulation militaire qu'il montre là, du plus petit au plus grand, avec ses nombreux figurants, une bataille quand même à grande échelle, et qui montre Maximus comme un stratège brillant, qui ne va pas juste bêtement attaquer de face, qui a un plan pour contre-attaquer et qui est lui aussi dans le combat. C'est pour ça aussi que ses soldats lui font confiance. Et il leur dit la vérité. Lui, il veut prendre sa retraite, il veut revoir sa famille, il a ce speech motivant par rapport à ce qu'on fait dans la vie qui résonne dans l'éternité. Vu qu'il dit le terme Élysée, tu comprends déjà un peu le parallèle entre l'Élysée et le blé que tu as vu auparavant et que c'est des flashs d'une forme d'enfer ou de paradis pour lui. Et c'est là qu'intervient quand même cette question d'héritage. Lorsqu'on parle d'éternité et de ce qu'on fait dans la vie, c'est une thématique importante maintenant pour cette saga. Mais tu as envie de le suivre dans cette bataille en tant que général. Il y a ce build-up, comme je vous l'ai dit, qui est fait par rapport à l'armée romaine suréquipée face aux barbares. La défaite est juste impossible. Mais Maximus y va quand même avec son armée. La taille du combat qui peut pas paraître, on va dire, grandiose aujourd'hui. Tu vois, avec nos critères de 2024, la bataille fait plus petite, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'effets numériques. Il y a quasiment que des figurants. Quasiment tout a été fait en vrai. Et c'est très intense grâce aussi à la musique. Musique 100% reprise dans Pirates des Caraïbes, plus ou moins. C'est le même thème en tout cas, mais ça, vous le savez tous, j'imagine. Et on parlera de la musique au fur et à mesure de la vidéo, parce que sa présence est un point forcément positif, mais une critique que j'aurais à faire concernant le deuxième film. Mais c'est vrai qu'en termes de mise en scène, j'avais un peu oublié à quel point c'était old school, j'ai envie de vous dire, surtout quand t'as vu les derniers films de Ridley Scott, où Ridley Scott il a l'énergie d'un papy sous coke. Et là, c'est vrai que c'est pas si énergétique que ça. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, attention. C'est pas lent, mais c'est pas la même énergie que le nouveau par exemple. Les combattants, ils vont avoir des coups qui sont généralement lents, ils vont pas affronter beaucoup de personnes, ils ont l'air un peu plus lourds et surtout qu'à l'image, il y a beaucoup de slow motion qui sont très cutés aussi en termes de montage. T'as beaucoup de cuts, beaucoup de shaky cam, des ralentis qui sont stylistiques parce qu'il n'y a pas assez d'images par seconde. Donc ça fait un ralenti où t'as l'impression que c'est saccadé. Mais c'est un choix stylistique qui se faisait beaucoup dans les années 2000. Moi, je trouve que ça rend bien. Est-ce que ça a bien vieilli ? Je pense que si tu sortais ce genre de style aujourd'hui, les gens gueuleraient, mais à l'époque et même maintenant, je trouve que c'est cool comme style. J'aime bien le côté shaky cam, surcuté, chaotique de la scène, même si en réalité, il n'y a pas beaucoup de combats, quoi. Tu le vois très très peu. Il y a peut-être une ou deux interactions avec Maximus, et puis basta, quoi. Mais c'est pas grave, ça reste intéressant. Même si les coups ne font pas très percutants à l'image, il n'y a pas beaucoup de violence en réalité dans ce premier film, et la caméra bouge comme si on y était. Honnêtement, c'est un style à apprécier. Je sais pas à quel point il serait apprécié aujourd'hui, mais au moins, ça fait pas numérique. Tu sens vraiment que ce qui s'est passé là, c'est réellement passé. Même s'il y a beaucoup d'effets de style comme ce slow motion qui est quand même assez abusé dans cette séquence au début, disons les choses. Mais bon, c'est une bataille qui est vraiment faite rapidement. J'ai pas envie de vous dire à l'arrache parce qu'il y a un vrai build-up, mais elle est faite rapidement pour passer à autre chose très vite. Rappelez-vous de ce que je viens de dire là parce qu'on va en parler dans le deuxième film. Mais ce qui est intéressant, c'est d'ensuite voir ce qui se passe en dehors de la bataille. Il y a cette famille qui arrive en carrosse, évidemment, un carrosse très luxueux, forcément. C'est les enfants de l'Empire, proches de la guerre mais pas présents. Ils viennent vraiment pour la fin de la bataille. Et tu comprends les enjeux par rapport à la potentielle mort de
Marc Aurèle, les ambitions de Commode, ou Commodus, je sais pas comment on dit en français, je vais dire Commode, désolé, et la tension sexuelle déjà avec cette femme qui est fatalement sa sœur. Mais à ce moment-là, tu le sais pas encore. Mais oui, la tension sexuelle est présente dès le début. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le parallèle musical entre le plan sur l'épée de Maximus, cette musique douce et mélancolique qui est même pas forcément victorieuse à ce moment-là, et l'arrivée de Commode qui est montrée comme une musique de défaite presque, ou comme une personne menaçante qui arrive. D'un côté, tu as un général acclamé qui sort des cendres, ce qui est d'ailleurs très stylé comme ça, j'ai envie de vous dire, et de l'autre côté, un fils qui a déçu son père, qui ne fait rien contrairement à Maximus, et ça crée forcément de la jalousie. Là, en 2 scènes, tu as compris déjà les enjeux, tu as compris la rivalité entre les deux, les parallèles qui seront dressés entre ces deux faux frères au final, et l'erreur de Marc Aurèle en tant que dirigeant. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on va vraiment voir ce Maximus aller s'occuper des soldats, pendant que Commode va gueuler sur un Sénat corrompu, sur le fait que l'empereur n'a pas assez de pouvoir, et va même demander à Maximus de le rejoindre dans sa quête, parce que Maximus détient l'armée. Et ils ont tous peur de Maximus, ils ont peur de général qui a l'armée avec lui. Mais j'aime bien aussi le fait qu'on montre quand même Commode comme quelqu'un qui s'entraîne et qui est plutôt doué, en tout cas en tant que combattant. Et il le dit lui-même, il a beaucoup étudié, il s'est donné à fond toute sa vie pour devenir empereur. Donc forcément, il ressent une injustice quand son père, d'un autre côté, lui, veut un Sénat plus puissant, moins de puissance pour l'empereur, une nouvelle Rome destinée au peuple, et ce Sénat corrompu qui sera brisé aussi. Mais pour donner plus de pouvoir à un nouveau Sénat, le rêve de Rome. Et c'est intéressant de se dire qu'il aurait peut-être choisi Lucilla si ce n'était pas une femme, et il lui pose même la question, tu aurais été forte, ok, mais est-ce que tu aurais été juste? Et c'est ça tout le débat dans la tête de Marc Aurèle, c'est que lui, il a l'impression d'avoir échoué parce qu'il a montré de la force plutôt que de la justice durant tout son règne. Et il ne veut pas avoir un empereur qui règne par la force. Parce que lui, il regrette son règne de guerre, et Maximus, ça l'énerve, parce que Maximus, il se dit, non mais attends, moi je suis allé à la guerre, j'ai des soldats qui sont en train de crever et mourir, pour toi. Donc t'as pas le droit de regretter. Tu peux pas me dire ça maintenant tout de suite quoi. C'est un peu les regrets du vieil homme, c'est pas accepté pour lui. Et il s'énerve et c'est pour ça aussi qu'il refuse le siège de l'Empire parce que lui il veut juste aller rejoindre sa famille après les horreurs de la guerre qu'il a vue et vécue. Forcément Marc Aurèle est déçu, il a pas d'autre choix que lui, mais il lui demande quand même de réfléchir. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire 2 choses. Premièrement, j'adore l'acting de Russell Crowe qui en fait jamais des caisses, il est toujours très militaire dans la manière dont il agit. Ça se voit qu'il a une grande carrière militaire et il refuse un peu de s'exclamer, surtout face à l'empereur. Et encore une fois, le fait que la musique est omniprésente depuis le début du film. Ça s'est jamais arrêté. Et c'est là qu'on arrive à un truc intéressant, c'est évidemment le regard entre Maximus et Lucilla. Tu vois qu'ils ont un passif de une. D'ailleurs, lors de leur première rencontre, Maximus détourne le regard. Il refuse de la regarder comme s'il avait des regrets, donc comme s'il se sentait coupable par rapport à un truc qu'il a fait avec elle. Potentiellement, par exemple, ça serait tromper sa femme. Elle, de l'autre côté, elle flirte. Elle dit même qu'elle va prier pour lui, chose que lui fait aussi d'ailleurs, hein, il prie à un moment. C'est pour aussi symboliser un peu cet abandon des dieux. Ils parlent de leurs enfants qui ont le même âge, ce qui est encore un truc un peu suspect. C'est bizarre qu'ils aient exactement le même âge, comme si lorsqu'ils s'étaient connus, ils se sont séparés au même moment. Leur envie de revoir tous les deux leur famille pour dire que voilà, leur vie du passé est enterrée et maintenant il n'y a plus rien entre eux. Et j'aime bien cette tension à la fois romantique qu'il y a entre les deux et le passif qu'il y avait entre les deux surtout quoi. C'est surtout pour répondre à tous les gens qui disent que c'était jamais réellement induit dans le premier film que Lucius était le fils de Maximus. En fait si, et tout le film on parle de ça. C'est là que c'est intéressant parce que forcément Commode est déçu et sent une vraie injustice par rapport au fait qu'il ne sera pas l'empereur, d'où le fait qu'il assassine avec ce patricide Marc Aurèle, qui mine de rien admet son échec en tant que père, mais il veut réparer justement ses erreurs pour les bénéfices de Rome, d'où la figure tragique qui est beaucoup mise en avant par la caméra, parce que dans ce moment-là du film, on a beaucoup de plans où pour montrer les personnages dans ces décors de destruction de cendres, ou dans la richesse qui vient d'arriver, et en même temps ces gros plans sur les personnages pour montrer un peu la tragédie les concernant, d'où ce câlin évidemment mortel. Maximus n'est pas dupe, hein, il comprend que Marc Aurèle a été tué, il refuse de s'allier à Commode, et il est évidemment chassé, exilé et son exécution est demandée. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a 4 personnes qui vont chasser Maximus alors que l'armée l'a déjà trahi? Je veux dire, c'est pas un secret, c'est bon, tout le monde le sait, Maximus est un traître. Envoyer 4 personnes pour tuer le plus grand général de Rome, c'est un peu bizarre, mais bon, détail, hein, c'est pas si grave que ça. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a été très rapidement trahi par l'armée, surtout par son officier. Il y a sûrement un truc opportuniste derrière tout ça de la part de cet homme, qui n'a pas les mêmes idées morales et éthiques que lui. Mais c'est là que tu vois de nombreux flashs par rapport à sa famille et l'Élysée, justement. Tu comprends sa motivation et là commence une sorte de course-poursuite contre la montre à travers l'Italie. Des plans de tempête qui font d'ailleurs écho aux plans de tempête du deuxième film. Les belles montagnes italiennes, évidemment, c'est important parce que c'est mis en parallèle par la suite avec le désert. Et l'arrivée aux terres fertiles, en tout cas des Romains, qui tuent la famille de Maximus. Mais en même temps, il y a ces flashs comme si Maximus voyait la scène avant qu'elle se produise, comme s'il voyait un peu l'avenir, mais c'est un peu le jeu quoi. Et t'as l'impression qu'il est vraiment à côté, ce qui n'est pas spécialement le cas. Il était pas loin parce que tout est encore un petit peu en feu, mais il y a cet abandon divin, ce moment tragique, ce gros
build-up de la mort de sa famille, musique hyper touchante, dramatique, et encore une fois la vision de l'Élysée qui réapparaît. Là, en termes de personnage, il a perdu sa raison de vivre. Tout ce qui le motivait est perdu. Mais il renaît, on va dire, avec une nouvelle raison de vivre, la vengeance, qui n'est pas encore actée pour l'instant. Là, il est capturé en esclavage, il s'en fiche un petit peu. En vrai, ça le choque pas vraiment. Et c'est là que tu vois qu'il va très loin, parce qu'on a des plans sur le désert, l'ambiance qui change totalement, que ce soit d'un point de vue musical aussi, et une nouvelle vie commence vraiment pour lui ici. C'est là que sont introduits plein de personnages comme Proximo, qui est très charismatique. Il est mis en avant comme un marchand et négociateur coriace, en tout cas là où il habite actuellement. C'est un mec qui est flippant parce que c'est un esclavagiste de gladiateurs, ce qui est pas rien. À ces gladiateurs, il se présente à la fois comme une sorte de figure paternelle ou maternelle, d'ailleurs il dit plutôt mère, et en même temps un bourreau. Ils doivent forcément travailler pour lui, ou alors ils vont mourir dans l'arène. Et j'aime beaucoup justement comment ce nouveau monde a été réintroduit. Entre les animaux, la musique, le bazar, les commerçants, t'es à fond dedans, et même la première bataille dans l'arène, elle arrive assez vite, avec un speech de Proximo qui est génial, la lumière sur le visage des gladiateurs, qui est mise en contraste avec Maximus qui s'en fiche. Il veut pas combattre pour l'entraînement, pour prouver ses talents. Il a un peu ces termes mystérieux, silencieux. Il en a plus rien à faire. Il efface même son tatouage de l'armée romaine parce qu'il se sent trahi par son armée elle-même. Se développe un petit peu l'amitié avec Yuba, même si fatalement dans le film, elle est très peu présente. Ils ont pas beaucoup de scènes entre eux, en réalité, ou de scènes forcément très intéressantes, même s'il y en a quand même pas mal, hein. C'est pas non plus la bromance que vous vous attendez, peut-être. C'est juste efficace. Et de manière générale, sa présence à Maximus en tant que leader des gladiateurs est peu mise en avant. Je veux dire, en dehors de l'arène, il a très peu de séquences avec les gladiateurs. Et il gagne leur confiance assez vite. Parce que oui, être le meilleur dans l'arène, c'est une chose, mais il faut quand même créer des relations en dehors. Et il le fait très peu au final. Mais bon, c'est un peu du chipotage, parce que fatalement, lui est serein. Je veux dire, il y a l'ombre d'une arme qui va les massacrer, qui passe devant son visage, et il s'en fiche un petit peu. Mais tu sais pas s'il est serein parce qu'il est expérimenté et fort, ou si parce qu'il s'en fiche de mourir à ce stade. C'est pour ça aussi qu'il a un bouclier dans l'arène. C'est symbolique de lui qui refuse d'attaquer, mais qui fatalement n'aura pas le choix. Et encore une fois, c'est l'action shaky cam avec beaucoup de cuts. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment filmé au niveau du bassin avant tout, qui crée vraiment une proximité avec le sol. J'aime bien comment ça saute d'un couple à un autre et on n'est jamais perdu dans cette arène qui n'est pas si grande, mais ça crée vraiment une immersion. T'as quand même un sentiment de chaos maîtrisé, ce qui fait quand même plaisir. Surtout à la fin avec les applaudissements de la foule qui font très chaotique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, tu vois Rome, même si c'est vrai que tu vois pas beaucoup Rome, forcément les moyens n'étaient pas les mêmes à l'époque, que ce soit en termes de figurants, d'effets spéciaux, de modèles construits, même si beaucoup de Rome, je crois, c'est des figurines à ce moment-là, ou des miniatures pour être plus précis. Mais en tout cas, tu vois avec l'esthétique et la couleur de la scène, qu'on dirait plus des funérailles qu'autre chose. En théorie, là, ça devrait être une sorte de couronnement, mais c'est pas montré tel quel. L'ambiance est un peu glauque, la foule est énervée, t'as déjà les sénateurs qui réfléchissent à comment manipuler l'empereur, d'ailleurs, ils lui montrent très peu de respect. Donc tu comprends un peu l'empereur qui n'aime pas trop les sénateurs. Ils ont l'air vraiment d'être des serpents, c'est lui qui dit ça d'ailleurs, c'est le terme qu'il utilise. Kamol les critique directement, mais les sénateurs lui rappellent qu'au fait, il est complètement déconnecté. Qu'est-ce qu'il sait, lui, de la jeunesse romaine ou des gens qui vivent avec la maladie? Parce que lui veut être un père à Rome. Et en réalité, quand t'entends ça, tu dis ça peut être intéressant. Lui, ce qu'il veut, c'est être un père à Rome sans le Sénat. Donc il veut être un dictateur. Mais cette figure du paternalisme, c'est un truc typique des dictateurs où tu vas dire à ton peuple je vais être votre père alors que tu seras juste comme les pires dictateurs possibles. Mais en réalité, lui veut être un père pour ressentir de l'amour que lui avait pour son père, que son père n'a pas eu pour lui. C'est ça qui est intéressant. Et j'aime beaucoup encore une fois l'esthétique de ces grands décors romains très vides généralement, mais avec toujours des trucs qui bougent, que ce soit de la fumée, des bougies, il y a un côté très naturel à la chose. Mais la vraie motivation vient ici du fait de gagner la confiance du peuple en tant qu'empereur en faisant des jeux qui ont été condamnés et bannis à l'époque par Marc Aurèle parce qu'il trouvait que c'était une mauvaise idée. Mais lui, il veut dresser ces jeux pour distraire les gens de une, mais aussi pour la violence et sa popularité. Et c'est bien en parallèle avec Proximo, qui est une sorte de Maximus plus âgé d'un point de vue symbolique, parce que lui aussi révèle qu'il a été gladiateur, qu'il connaît les arènes et qu'il doit gagner le public pour survivre. Et potentiellement, s'il survit, il sera libre un jour avec cette fameuse épée en bois. Mais Maximus s'en fiche au final de tout ça, et ça marche. La scène d'action est certes efficace, mais ce qui marque la scène d'action, c'est évidemment le Are You Not Entertained, qui sauve un peu le côté mise en scène anecdotique de ce qui vient de se passer. Mais c'est lui qui s'oppose au système ici, qui gagne en popularité, qui montre un mépris pour ses arènes parce que Marc Aurèle avait aussi du mépris. Mais en réalité, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a toujours pas d'objectif. Parce que oui, même si on voit le Colisée de manière nostalgique, surtout du point de vue de Proximo, qui fait d'ailleurs très grand de l'extérieur, même s'il fait un petit peu faux, mais bon, c'est l'époque, c'est pas si grave, ça reste une figure assez triste parce que l'avenir des gladiateurs libres, c'est de devenir des esclavagistes de gladiateurs. C'est à ça que t'es réduit et ça en fait une figure tragique que j'aime beaucoup aussi. Et c'est encore prouvé par le fait que lorsqu'il est à Rome, il n'est pas du tout respecté
respecté en tant que négociateur. Là où là-bas, dans sa ville, il faisait tout ce qu'il voulait en tant que marchand, négociateur. Il avait le pouvoir. Là, pas du tout. Alors que c'est un homme qui a combattu dans le Colisée. Ça montre à quel point l'histoire oublie les gens. Et ça, ils le disent. Et c'est une thématique aujourd'hui de la saga. Et ça permet aussi de développer des personnages comme Yuba qui parlent de son pays, la Numédie, de ses enfants et sa vraie motivation à lui. Donc t'as envie qu'il survive. Là où c'est intéressant pour Commode, c'est que lui veut garder cette figure paternelle, surtout avec Lucius, il se rapproche beaucoup de lui. C'est aussi sous-entendu que c'est aussi potentiellement son fils, vu la tension sexuelle qu'il y a eu entre les deux. Mais au fait, il s'impose sur lui, il s'impose sur sa sœur aussi, et forcément Lucilla déteste ça parce qu'elle se sent trahie par son genre, parce qu'elle aurait mérité d'être empereur par exemple, mais surtout elle déteste son frère, d'où les manigances, les complots, toujours avec des lumières naturelles, t'as l'impression, mais elle veut aussi faire vivre le rêve de son père, parce que Rome s'appauvrit et elle n'aime pas ça. Et le côté parental avec Lucius, il est bien présent, que ce soit avec Commode évidemment, mais surtout Maximus. Il y a un côté parental ludique à l'interaction, c'est utile pour lui qui doit comprendre qu'il doit se cacher, et c'est utile par la suite pour Commode. Évidemment, le casque est iconique de Maximus, pour protéger son identité, mais il y a un côté charisme assez fort. Il y a le build-up évident et réussi du Colisée, avec les plans de l'extérieur pour commencer, ensuite tu es littéralement dans le Colisée, et lorsque tu rentres dans l'arène, la caméra tourne autour des personnages pour montrer évidemment l'échelle. Là, Maximus devient un leader, il donne des ordres à tout le monde pour les faire survivre, comme à l'armée. Et j'adore cette scène, c'est l'une des meilleures scènes d'action du film, parce que la géographie est très bien gérée et très intelligente. Au fait, au milieu, tu as une sorte de noyau avec ces soldats gladiateurs, et autour, tu as des chariots qui tournent en cercle, et du coup, forcément, la menace arrive de manière très organique dans le cercle, et t'es jamais perdu par cette mise en scène avec les plans larges et les plans très rapprochés qui montrent les dégâts et dangers de ces lames qui viennent de partout. T'as évidemment la musique Pirates des Caraïbes qui est de retour. La scène d'action est inventive. En plus, il y a une vraie narration dedans, surtout lorsque Maximus monte à cheval, la musique explose et la relation de pouvoir dans la séquence a vraiment changé. Donc en réalité, c'est l'une des meilleures scènes d'action du film sans aucun doute. Par son intensité, par son intelligence de mise en scène, par sa composition du cadre et efficacité, surtout dans l'arène, c'est génial. C'est là que c'est intéressant parce que là, Maximus, il a compris. Il veut tuer l'empereur, il veut se venger, mais Lucius intervient et il va pas risquer de faire du mal à Lucius. Là, tu as ce moment iconique avec évidemment lui qui révèle son identité, qui assume donc sa nouvelle mission de vengeance, qui donne un speech à Oscar extrêmement maîtrisé, froid, glacial, mais évidemment charismatique en tant que vrai général, encore une fois. Et j'aime bien qu'il ait gagné un Oscar pour un rôle où il gueule pas beaucoup. Je trouve que c'est top. Et Commode, c'est tout ce qu'il voulait pas. Parce qu'à la base, il voulait Maximus de son côté parce qu'il était populaire avec l'armée. Et là, il devient populaire avec le peuple. Le peuple que lui veut convaincre. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est montré comme une séquence en musique victorieuse, forcément. Dressée encore une fois en parallèle avec Commode qui va détruire des statues de son père car il est énervé de ne pas être au niveau de son héritage et énervé par le passé qui vient le hanter. Parce que lui, il veut s'imposer d'une main de fer et c'est pour ça qu'il va commencer à craindre tout le monde. C'est aussi pour ça qu'il va essayer de s'imposer avec ses exécutions par exemple et sa soif de justice et de force. J'aime beaucoup la manière dont il justifie l'arrivée de Lucilla en prison, c'est-à-dire qu'à l'époque les patronnes apparemment payaient pour coucher avec des gladiateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que Maximus se sent trahi. Et c'est légitime, mais jusqu'au moment où ils comprennent que elle est autant prisonnière que lui. Et là, il change évidemment d'avis très vite sur elle, mais c'est compréhensible. Ils ont un passif, ils se connaissent, ils ont sûrement eu un amour avant. Et là, ils veulent bâtir un plan, une conspiration pour détrôner Commode grâce à la popularité de Maximus, qui est une intrigue secondaire qu'on va évoquer par la suite, mais qui rajoute un peu de piment et de drame aux vraies motivations. Maximus va être utilisé comme un instrument pour faire tomber l'empereur, alors que lui, il s'en fout Maximus, il veut juste faire tomber l'empereur en le tuant. Mais évidemment, pour que ça marche d'un point de vue de Rome, il faut organiser un plan avec des sénateurs et des choses comme ça. Tu veux pas juste tuer l'empereur et puis basta. Donc ils doivent continuer de distraire le peuple, gagner en popularité. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait Gladiator 1 est beaucoup plus simple dans son histoire, dans les thématiques qu'il raconte. Il est beaucoup moins dense que le deuxième, c'est pas une mauvaise chose, encore une fois, mais l'histoire est bien plus simple à suivre et bien plus linéaire, avec beaucoup moins de personnages, beaucoup moins de motivations annexes. Il y a moins d'enjeux de personnages aussi, et fatalement il est un petit peu moins épique que le nouveau. Mais ça c'est normal et c'est pas grave, ça reste un film épique, hein. Ne me méprenez pas là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut attendre un long moment avant d'avoir enfin la première scène de légèreté entre les gladiateurs, une scène où ils rigolent, enfin. C'est vrai qu'il y a moins de hype et de build-up pour le deuxième combat, même si t'aimes beaucoup l'esthétique avec ce côté pellicule, parce que c'était filmé avec une pellicule à l'époque. Le combat est bien avec le guerrier. Encore une fois, faut suivre, faut aimer le chaos, faut aimer la shaky cam, même si les tigres qui sortent du sol est un ajout intéressant, même si en termes d'effets spéciaux ça n'a pas toujours très bien vieilli. Franchement, c'est un combat divertissant. Mais encore une fois, faut aimer ce style, et je suis pas le plus grand fan de ce style de combat, très
chez Kikam année 2000. C'est évident que pour moi, Ridley Scott est devenu meilleur avec Gladiator 2 de une, mais même genre le dernier duel. Genre le dernier duel, c'est exceptionnel comme combat. Là, je trouve qu'il maîtrisait moins, mais c'est quand même bien géré par l'acting, par l'enjeu, par le scénario. C'est top. Et ce qui est super bien géré, c'est l'enjeu par rapport à Commode, qui se fait trahir par le public, par Maximus qui refuse de tuer pour le public, et le public qui accepte Maximus et son choix. Donc forcément, Commode est foudrage. Et il se sent perdre la main sur Rome. C'est aussi pour ça qu'une séquence après, lorsqu'il s'apprête à faire des choses horribles, on le voit dans l'ombre, avec très peu de lumière sur lui. Il a succombé, c'est clair et net. Et c'est pour moi là que la conspiration est l'intrigue la moins intéressante, j'ai envie de vous dire, du film. Je trouve qu'elle est trop longue. L'intrigue avec Cicero, les sénateurs et tout manque d'après moi d'inventivité, d'enjeu. C'est aussi d'ailleurs les seules séquences où il n'y a pas de musique du film. C'est à la fois très rushé, ce coup d'état militaire qu'ils veulent mettre en place, et à la fois très long. Et je dis pas que c'est mauvais, encore une fois, je trouve que c'est très bien, mais c'est vrai que c'est le ventre mou du film. Même s'il y a un débat intéressant sur le fait que si Maximus prend le pouvoir, parce qu'il aura le public avec lui, les sénateurs se méfient du fait qu'il va rester au pouvoir ou pas. Ce qui est un parallèle intéressant à dresser du coup avec le nouveau film, vu comment il se finit. Mais ça, on en parlera dans quelques années quand le troisième sortira, j'imagine. Mais si jamais on fait un Lucius qui prend lui aussi la tête et qui devient fou, ça serait intéressant. Bref, c'est un autre débat ça. Mais au moins de l'autre côté, t'as toujours l'apogée de la tension sexuelle entre Commode et Lucilla. Il n'y a rien de consenti d'ailleurs, hein. C'est que de la violence et on se rapproche du viol. Il y a ce stress de voir ce bébé en manque d'attention et d'amour, parce que c'est ce qu'il est Commode. Hein. Mais vu qu'il utilise Lucius et menace très froidement aussi Lucilla, tu comprends qu'il est au courant. C'est assez glaçant et il le fait aussi parce que Lucius joue au gladiateur. Il joue plus au légionnaire comme à l'époque et Maximus a déjà empoisonné le palais royal. Et ça, il le supporte pas. Là, c'est assez intéressant parce que du coup, t'as quand même la culmination de ce vieil amour qui renaît ici lors d'une séquence de baisers entre les deux. Certains diront qu'il est déjà passé à autre chose après le décès de sa femme, mais il faut comprendre que ça, c'est un amour qu'il avait avant, qu'il a abandonné pour ensuite vivre avec sa femme. Là, c'est juste un moment du passé, de nostalgie qui revivent avant sûrement leur mort à tous les deux parce qu'ils savent que c'est risqué. Du coup, je trouve que c'est un beau moment tout de même avec ce leitmotiv musical et ces adieux qui sont faits là. Après, c'est vrai que la scène de nuit, encore une fois, en termes d'action, je trouve que c'est la plus décevante aussi du film. En termes de géographie, on est un petit peu perdu, on comprend pas trop ce qui se passe. Les morts des gladiateurs, tu les connaissais pas vraiment, mais tu respectes un peu leur sacrifice pour leur général. Mais c'est vrai que c'est pas super lisible, soyons honnêtes. Le plan capote assez vite, ce qui est un choix scénaristique que moi j'aime beaucoup. Le sacrifice de Proximo est vraiment réussi et touchant et beau, surtout avec son épée en bois qu'il touche une dernière fois. Et la mort type César avec tous les poignards dans le dos, je trouve que c'est pas mal aussi comme idée. Il a enfin réussi à mourir pour une vraie bonne cause, alors qu'il pataugeait dans, t'as l'impression, de mauvaises choses depuis le fait qu'il est plus un gladiateur. Et c'est cool qu'il soit mort pour quelque chose qui doit lui faire plaisir. Et j'adore ce plan sur le cheval qui donne une sorte de sentiment d'espoir dans la nuit, qui évidemment est un énorme piège. Moi, c'est un choix scénaristique que j'ai beaucoup aimé pour justement cet espoir qui a été brisé par ce Commode qui tient quand même les rênes par la force et l'armée qui le suit. Et son envie d'être miséricordieux et reconnu tel quel dans l'histoire est intéressante, même si évidemment il fait des coups bas comme le fait de poignarder Maximus et de le tuer. Mais il veut se prouver devant le peuple. Il veut prouver sa légitimité et sa popularité en battant le plus grand gladiateur que Rome ait connu. Évidemment, la phrase « l'esclave qui défia un empire », c'est un banger absolu, si je peux me permettre. Je crois même que c'est la tagline de l'affiche du film, mais c'est trop fort. Il y a quand même pas mal de citations très philosophiques dans le film. Après, c'est normal, c'est un peu inspiré aussi de Marc Aurèle et ses méditations, mais tout de même. Mais j'adore ce Maximus qui est confiant face à la mort, parce qu'il sait que lorsqu'il va mourir, il va enfin rejoindre sa famille. Il arrive d'ailleurs à convaincre son officier et il le rattache à sa cause. Mais Maximus ne veut pas mourir tout de suite parce qu'il a un devoir à accomplir, et c'est là que commence un combat fraternel. Intense et stressant forcément parce que Maximus est blessé et il n'est pas du tout en état de combattre. Commode arrive lui avec le blanc de la pureté, là où Maximus arrive avec le noir militaire aussi pour cacher sa blessure. Mais en théorie, Maximus, vu ses vêtements, il est entouré par les siens. Et il porte lui-même l'héritage sur son torse de Proximo. C'est clairement aussi une scène d'action géniale pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a ces plans larges, plans très proches pour montrer déjà le point de vue du spectateur. Il y a encore cette idée de cercle pour bien entourer. Et toi, en tant que quelqu'un qui regarde le film, tu comprends très bien l'action, où est-ce qu'elle se situe. La géographie est top. Et c'est important parce que tu sens ce côté intense où tu as l'impression que ce cercle peut se refermer sur eux et qu'ils peuvent pas le quitter. Il y a une intimité évidente, toujours accompagnée de ces flashs de l'Élysée pour motiver Maximus à pas y aller tout de suite. Il y a encore un devoir à accomplir. Et il se réveille pour rapidement tuer Commode dans une scène, encore une fois, courte, mais efficace et fatalement assez émouvante. C'est moins émouvant que dans mes souvenirs, pour le coup. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou pas émouvant du tout, encore une fois. Oui, la fin est touchante, surtout grâce à la musique, on va pas se mentir. Cette musique chantée en chorale, angélique et idyllique à la fois, de Now We Are Free, qui est magnifique. La porte de l'Élysée qui s'ouvre, les adieux entre lui et Lucilla, lui qui demande de sauver Rome, de sauver Lucius d'ailleurs aussi. Connie Nielsen qui a ce super speech afin de motiver les gens à croire en ce rêve de Rome. La remémoration de Maximus par le personnage de Yuba du Mununsu qui fait un super travail dans le film, même si c'est vrai qu'il a pas beaucoup de scènes, qui cache ses figures
figurines au milieu du Colisée, parce que c'est ça l'héritage de Maximus, c'est ce Colisée, c'est cette liberté en théorie qu'il a donnée à Rome. Et évidemment, cette main dans le blé qui est révélée comme l'entrée à l'Élysée et ce plan iconique où on le voit enfin libre. Pour avoir revu Gladiator, moi je pense que ça reste un chef-d'œuvre, imparfait certes, mais même s'il a des lacunes de mise en scène peut-être, et il est fatalement assez simple et il n'y a pas forcément beaucoup de thématiques extrêmement intéressantes, approfondies ou bien développées, ça reste un pur plaisir de péplum épique, tragique, avec cette dimension scénaristique grandiose, avec cette musique qui sauve beaucoup du film, soyons honnêtes. La musique d'Hans Zimmer, elle sauve le film, c'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose que le film ait joué avec la force de la musique. Entre cette musique douce, mélancolique, ensuite bataille épique et à la fois angélique, c'est l'une des meilleures BO de l'histoire du cinéma, il n'y a aucun doute. L'acting qui est splendide de la part de tout le monde, le scénario qui est quand même assez solide, ce qui est assez frappant parce qu'au final ils n'avaient pas de scénario lorsqu'ils avaient commencé le film, sans même parler des effets spéciaux, la production design, les costumes, les figurants, tout ça c'est génial. C'est un grand film, je dirais pas qu'il est parfait, loin de là, et je pense que c'est important de prendre un peu nos bijoux avec lesquels on a grandi, qu'on a adoré, et de se dire ok, c'est génial, et je continuerai à l'adorer quoi qu'il arrive, mais c'est vrai qu'il n'est pas parfait, il a des vrais problèmes, des vrais soucis, et c'est ok parce que ça reste un grand péplum, qui n'est pas dans la liste d'après moi des plus grands films de tous les temps tout de même, à cause de ses problèmes, mais je n'ai pas revu le film à la baisse, j'ai plus vu de ses défauts, certes peut-être, mais mon appréciation de celui-ci n'a pas vraiment changé tant que ça, mais ça m'a quand même réconforté par rapport à mon appréciation du deuxième, dont on va parler maintenant. Et on arrive donc à la partie où maintenant je vais parler du film qui a énervé beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a une majorité de personnes qui détestent ce film, en tout cas d'après les retours que j'ai vus, beaucoup de personnes sont déçues, beaucoup de personnes disent plein de choses différentes, et j'ai déjà fait une critique à ce sujet-là. Et attention, je vais pas répéter de quoi parle le film, des thématiques abordées, de la réal, parce que j'ai déjà parlé de tout ça dans cette vidéo, et je suis encore d'accord avec ce que j'ai dit là, après avoir vu le film une deuxième fois. Mon avis de la vidéo n'a pas changé, mais je vais utiliser cette vidéo pour répondre à vos commentaires, répondre à d'autres critiques que j'ai vues de manière générale sur internet, et vous expliquer pourquoi je suis d'accord ou pas avec vous. Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup à apprécier ce film. Je vais juste dire un petit truc pour commencer. Si votre critique est négative ou vous enlevez des points au film à cause du wokisme ou à cause des problèmes de véracité historique, pour moi, vous n'êtes pas légitime. Vos arguments n'ont aucune valeur à partir de là, si vous enlevez des points par rapport à ça. La réalité historique n'a aucune importance, surtout quand vous ne connaissez pas l'histoire, parce que beaucoup des gens que j'ai vu réagir ne connaissaient même pas suffisamment l'histoire pour juger le film. Et de toute façon, lorsqu'on parle de Gladiator 1, qui est un film qui est historiquement une catastrophe, comme tous les films de Ridley Scott, j'ai envie de vous dire, personne ne gueule. Mais là, comme par hasard, ça commence à gueuler. J'ai vu quelqu'un quand même qui se plaignait qu'il y avait des pyramides en Numidie. Parce que vous savez, la Numidie, c'était quoi? Du Maroc actuel à la Tunisie, en passant par l'Algérie. Et il y a ce plan des pyramides dans le film, et quelqu'un a dit c'est pas réaliste, il n'y a pas de pyramide à cet endroit-là. Mais oui, parce que t'es con, t'as pas compris le film. Cette séquence-là est sûrement en Égypte, parce que Lucius a migré en Égypte lorsqu'il était gamin, et ensuite il a dû traverser le désert. Ils disent bien dans le film qu'ils ont retrouvé un gamin dans le désert. C'est Ridley Scott, les figures bibliques et messianiques, il a toujours eu ça. C'est pas pour rien qu'il y a un côté spirituel, du père, de l'héritage, et justement de cet élu messie du désert. C'est lui qui est censé venir sauver le peuple, quoi. C'est pas pour rien. La première grosse critique qui est faite au film, c'est que c'est le même film que le premier, chose que j'avais pré-shot dans ma critique. Je pensais vraiment que c'était l'argument principal contre le film, et je suis désolé, je ne suis pas d'accord en fait. Alors oui, si vous partez du principe que c'est quelqu'un qui a perdu sa femme, qui devient un esclave, puis un gladiateur, et fait face à l'Empire, oui, en théorie, c'est le même film, mais c'est juste le même schéma narratif, et encore, c'est pas exactement la même chose, mais ça va beaucoup plus loin en théorie. Comme je l'expliquais dans ma vidéo critique, les personnages sont complètement différents, les thématiques abordées sont complètement différentes, ça va beaucoup plus loin, les résolutions sont différentes. C'est un film qui est complètement différent. Enfin, je comprends pas pourquoi vous dites que c'est la même chose. Si vous dites que c'est la même chose juste parce que c'est vengeance, gladiateur, esclave, tout ça, complot, vous pouvez dire ça d'énormément de films. Il y a plein de films qui ont le même schéma narratif, que ce soit, je sais pas, Harry Potter ou Star Wars, et vous vous plaignez pas, en général. Là, ça prend une histoire classique de péplum, hein. C'est pas la même histoire que Gladiator, c'est une histoire classique de péplum, d'esclaves qui combattent dans des arènes, qui gagnent sa liberté, des choses comme ça. C'est pas nouveau, c'est même un cliché du péplum. Mais il y a des gens qui ont dit que ça joue beaucoup sur la nostalgie, que c'est genre Star Wars 7. Le problème de Star Wars 7, c'est qu'il répétait beaucoup d'exactement les mêmes choses avec différents personnages. Mais là, les personnages sont pas les mêmes, ils représentent pas du tout les mêmes personnages que dans le premier film, ils ont pas la même personnalité, ils ont pas les mêmes rôles, les mêmes objectifs, l'histoire va encore une fois plus loin, elle est différente, les dynamiques ne sont pas les mêmes, ça parle pas de la même chose. Le premier, ça parle d'un esclave qui essaie de défier l'Empire par vengeance. Là, on parle d'un homme qui a été exilé, qui a grandi dans un autre pays, qui a une rage contre sa mère et contre cette ville parce qu'il s'est senti abandonné, qui a changé d'identité, qui a tué son passé,
qui doit devenir l'homme qu'il a renié durant des années. Et grâce à ça, en s'assumant son identité, il va réussir à guérir une ville potentiellement via l'héritage de son grand-père et de son père. C'est un film sur la transmission, sur l'héritage. C'est pas du tout la même chose que le premier film. Je suis désolé, c'est pas parce qu'il y a des combats dans des arènes que c'est un esclave et qu'il se venge de sa femme qui était décédée que c'est exactement la même chose. C'est juste le postulat de départ. Et je pense pas que le film utilise la nostalgie. Pour moi, quand tu utilises la nostalgie, c'est pour faire plaisir aux fans du premier sans rien ajouter, sans raison. Là, en réalité, il y a une vraie raison et il utilise le premier film et les thématiques du premier, le fait d'avoir cette résonance dans l'éternité, le symbole de Rome, pour continuer l'histoire. En réalité, oui, c'est une vraie suite, quoi. Les plans de blé que tu vois par exemple, c'est juste pour signifier que cette transmission spirituelle et symbolique et politique est faite, quoi. Oui, vous pouvez trouver ça prévisible, mais j'ai envie de vous dire comme le premier aussi extrêmement prévisible, et c'est ok. Mais les gens qui disent que le film est inutile, premièrement, oui, personne ne voulait une suite à Gladiator. On est d'accord sur ça. On n'en avait pas besoin, l'histoire se concluait bien. Mais la suite est là. Le mec qui a fait le premier film, il se dit, j'ai envie de continuer cette histoire, j'ai envie d'avoir un budget colossal pour retourner dans cet univers. Donc qui sommes-nous pour juger de l'inutilité de la chose? Et encore une fois, le film rajoute énormément de choses, ne fait pas dans l'imitation et dans la vraie continuité du premier, quoi. C'est une vraie suite. Et l'art n'a pas besoin d'être utile ou inutile. Les gens qui me disent que c'est le même film, je comprends pas. On pourrait critiquer le manque d'originalité dans le postulat, d'accord, mais le reste, pas du tout. Et encore une fois, dire qu'un film est inutile alors qu'il propose des choses nouvelles, qualitatives, l'inutilité, c'est pas un argument. Si c'est bien, Top Gun Maverick, en soi, c'est inutile. Pourtant, c'est mortel. Terminator 2, en soi, c'est inutile. Avec cette logique-là. Plein de films originaux de cinéma, en théorie, n'avaient pas besoin de suite à la base. Et il y en a. Genre Alien, en théorie, il n'y a pas besoin de suite. Pourtant, il y en a une, et c'est mortel. On n'avait pas besoin de suite à Trainspotting. Pourtant, la suite était intéressante. Est-ce qu'il est utile ou inutile? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment, c'est pas un argument. Pour moi, c'est un terme qu'il faut un peu oublier. Le terme utile, inutile, que j'ai moi-même utilisé souvent dans plein de cas différents. Mais lorsqu'on parle d'une suite, que vous aimiez une chose, que vous la défendiez, ou l'inverse, que vous n'aimiez pas et que vous l'attaquiez, là, c'est un argument, tu vois. Mais l'argument utile, inutile, je suis désolé. Dans ce cas-là, en tout cas, et dans le cas de beaucoup de suites, pour moi, il marche pas. Ou alors, je suis désolé, c'est vraiment de la mauvaise foi. Le film est nouveau, est frais, et même si tout le monde va comparer constamment au premier film, ce qui est normal, c'est une suite et je peux comprendre. Plein de gens ont trouvé que Paul Mescal était mauvais. Je suis désolé, moi je le comprends pas non plus. Chacun son avis, hein, mais je trouve Paul Mescal extrêmement charismatique dans le film. Il est complètement différent du Russell Crowe militaire, plus noble entre guillemets. Et le personnage qui ressemble plus à Russell Crowe dans ce film, c'est Cassius. Mais on en parle dans quelques secondes. J'adore sa bestialité, sa folie, sa rage, sa colère. Je trouve qu'il a une vraie portée dingue, d'ailleurs plus intéressante que Russell Crowe. Hein. Il vit plusieurs choses différemment, parfois dans la folie, dans la gueulante et en même temps dans la subtilité, dans le regard. Il a une douceur dans le regard quand il regarde certaines personnes. Il a une colère, une haine. On le ressent quoi. Enfin moi j'étais à fond avec lui, j'y croyais tout le long. Il n'a rien à envier à Russell Crowe d'après moi quoi. Il est impressionnant, il est à la fois motivant, c'est à la fois un leader, un électron libre un peu fou qui est dingue quoi. Il a réussi à me filer des frissons comme l'a fait Russell Crowe à l'époque durant ces deux discours. Pour moi il est clairement au niveau, il n'y a rien à dire. Et je me rappellerai toujours de ce plan à la fin quand il sort de l'arène et il veut protéger sa mère. T'as ce slow motion sur lui et là j'ai compris que c'est une star de cinéma quoi. Là le mec pour moi il est rentré dans un univers et un écosystème de célébrités complètement différent. Le film a bien réussi à iconiser l'acteur et le personnage. Il y a plein de gens qui ont dit évidemment que c'est choquant que ce soit le fils de Maximus, ça n'a jamais été expliqué dans le premier film. Si, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est assez clair et net que c'est sous-entendu énormément dans le premier film. Je veux dire, les derniers mots de Maximus, encore une fois, c'est Lucius. C'est pas quelque chose qui me dérange. Mais de toute façon, disons les choses. Même si Lucius est ou pas le fils de Maximus, ça ne change rien au film. Parce que le film ne parle pas forcément de transmission biologique. Le but du film, c'est l'héritage d'une idée, d'une philosophie, d'une croyance politique qui est certes ici transmise par le grand-père, parce que c'est lui qui a créé cette vision de Rome. Et au fait, Maximus, voyez-le comme une sorte presque de roman national ou de martyr ou de figure politique symbolique de laquelle ces gens-là, ces rebelles, puisent une force afin de s'opposer à l'Empire. Oui, moi je pense que c'est le fils de Maximus, comme expliqué dans le film, il y a cette couche supplémentaire où il doit honorer son père décédé qu'il n'a jamais réellement connu, mais qu'il a vu combattre comme un héros. Il n'a jamais eu de figure paternelle dans sa vie, cet enfant. Et donc c'est ça qu'il doit accepter et il cherche justement du réconfort dans cette figure. Il y a un côté un peu Spartacus, on peut tous être le fils de Maximus et c'est ça aussi l'idée de l'œuvre. Même si encore une fois, moi je pense que le film est assez clair là-dessus, que c'est son fils. Mais même si ça l'était pas, le film fonctionne tout aussi bien. Ça n'enlève rien au film. Et ça ne gâche pas non plus le premier film, qui sous-entendait déjà tout ça. Et de la part de la mère, en réalité, c'est une belle idée d'utiliser le symbole de Maximus pour le motiver, parce que c'est ce qu'il connaissait quand il était petit, c'était la seule figure paternelle qu'il a connue. L'autre figure paternelle, c'était un peu son frère qui venait le parasiter de temps en temps. Mais lui, ce qu'il a toujours aimé, c'est Maximus. C'est l'idée de Maximus, l'idée du gladiateur. Beaucoup disent qu'il change beaucoup trop rapidement d'avis sur sa mère. T'as une scène au début où il se croise pour la première fois, où il le renie complètement sa mère. Mais il faut comprendre que là, sa mère, il la déteste parce qu'il a abandonné. Sa mère n'a rien fait pour lui d'après lui. Il faut qu'il apprenne la vérité venant de la bouche de plusieurs personnes, dont Cassius pour se
rend compte que sa mère était tout aussi prisonnière que lui. Plus ou moins le même argument qui est utilisé par Lucilla avec Maximus. Et rappelez-vous, Maximus change d'avis comme ça par rapport à Lucilla en 2 phrases. Pourquoi est-ce que là ça vous dérange pas? Dans les 2 cas, les deux ont un passif avec Lucilla, les deux sont en prison, il y a un parallèle qui est dressé. Sauf que d'un côté, il y a une sorte de romance inavouée et honteuse de la part de Maximus, et de l'autre côté, Lucius, qui s'est senti abandonné toute sa vie et a grandi sans figure maternelle. La figure paternelle qui s'est rapprochée le plus dans sa vie, c'était Jugurtha, et encore. Donc lorsqu'il apprend la vérité, lorsqu'il voit un peu tout ce qui s'est passé, lorsqu'il voit que sa mère était aimée par Acasius, et que même Acasius, l'homme qu'il voulait tuer, ne veut pas l'affronter, et il se sacrifie même devant Lucius. Mettez-vous un peu dans sa tête. Le mec, il est motivé par la vengeance du mec qui a ordonné la mort de sa femme, parce que c'est ce qu'il a fait. Et lorsqu'il se rend compte que ce mec-là refuse de l'affronter, qui est la thématique du film, ne pas faire la même chose que l'homme qui t'a fait du mal, c'est ce que disait Marc Aurèle dans ses méditations. Lorsqu'il voit ça, il se dit, au fait, je suis en train de devenir ce que je veux affronter. Lorsqu'il comprend que ce mec-là est de son côté, il voit à quel point la vengeance n'est pas la solution. Et c'est pour ça qu'il est testé par la suite lorsque sa mère meurt, pour le retester, lui dire, ok, maintenant est-ce que tu vas te venger? Et en réalité, il tue pas Macrinus pour se venger, il le tue parce que l'empire de Rome doit cesser. Et c'est devant les armées qu'il doit tuer ce symbole. Mais c'est pas que par pure vengeance. C'est pour ça qu'avec sa mère, il s'entend bien après et il comprend. Il a rangé sa haine de côté. Il refuse même la liberté. Il préfère organiser une sorte de coup d'état que sa liberté via les chemins traditionnels des gladiateurs. Même s'il aurait sûrement pas eu parce qu'il aurait perdu dans le combat face aux prétoriens. Mais vous comprenez l'idée. Je trouve pas ça choquant. Et c'est justement quand il assume son identité, qu'il est réellement ce qu'il doit faire, mettre la vengeance de côté, assumer le fait d'être le prince de Rome, il devient un peu Maximus de une, mais surtout Marc Aurèle. Oui, la mort de la mère n'est pas émouvante. Je suis assez d'accord. Mais je trouve que c'est émouvant par rapport à la fin où justement il va voir sa mère là où elle est décédée et il dit mère et ensuite père. J'ai d'ailleurs trouvé la fin très émouvante. J'ai trouvé très belle, très touchante. Il est de nouveau orphelin, mais spirituellement, il sait ce qu'il doit faire et via son héritage familial et politique, il va devenir potentiellement le messie de Rome, quoi. Et encore une fois, moi, la fin, je la trouve magnifique. Bon, la musique est laide, forcément, mais la manière dont il touche le sable, il regarde le ciel avec le ciel rose derrière, comme si les dieux le regardaient, sa famille le regardait, je trouve que c'est parfait comme fin. Et ça capture parfaitement l'émotion et les thématiques du film. En plus, comme je vous l'ai dit, il est au même endroit où dans le premier film, ils avaient enterré les figurines de Maximus. Et pareil pour le sénateur, oui, il est mort. Est-ce qu'on s'en fout? Ouais, un petit peu aussi. Il y a plein de gens qui ont dit, ouais, le mec, il est dans le premier, on le tue comme ça. Arrêtez de mettre en avant des personnages random comme ça du premier film. Dans le premier film, on s'en fout un peu de ce personnage, quoi. Il est pas si important qu'il meurt comme ça dans le deuxième, on s'en tape totalement, quoi. Mais ce que j'aime beaucoup dans Acasius, c'est que c'est vraiment une sorte de Maximus qui aurait grandi sous le règne de Commode, un général qui ne passe pas par le chemin des gladiateurs, mais qui décide de faire un coup d'état avec son armée. Chose que les gens craignaient que Maximus allait faire. Et j'ai trouvé son personnage assez émouvant lorsqu'il se sacrifie pour Lucius, pour l'amour de Rome et l'amour de sa femme. Bah, je suis désolé, moi je trouve ça émouvant, quoi. Le mec donne sa vie pour quelqu'un qui veut le tuer. Et c'est un acte de noblesse, comme aurait pu faire Maximus, ce que je trouve beau, quoi. C'est ça que je veux dire. Maximus, c'est une idée avant tout, qui résonne dans tous les gens nobles de Rome. Sans même parler de l'acting de Pedro, qui je trouve est assez touchant. En ayant revu le film, je trouve que c'est l'une des scènes les plus touchantes du film. Désolé, mais moi les speeches de Lucius, les deux m'ont donné des frissons. Encore une fois, surtout la deuxième fois, surtout au deuxième visionnage, même si la première fois ça a bien marché. Là, quand tu digères un peu plus le film et tu vas le revoir, les speeches, ils ont de la prestance, que ce soit avec le charisme et tout, mais surtout, il y a une belle idée derrière. Il y a un côté philosophique qui est motivant, qui est prenant, et t'as envie de le suivre en fait. On dirait un bon général. Il donne ses speeches où l'armée s'unit et tu comprends, et tu vois qu'il peut être un bon leader. Moi, j'avais des frissons, et je vous jure, même les scènes d'action, je les ai trouvées intenses, épiques, parce que c'est une émotion aussi. C'est du grand spectacle comme on aime. Alors oui, la mort de sa femme n'est pas émouvante, je suis d'accord, mais honnêtement, la mort de la femme de Maximus non plus en réalité. Il y a un meilleur build-up par rapport à ça, je suis d'accord dans le premier, mais la première fois que tu vois Gladiator ou même les fois d'après, ce qui est touchant dans le premier Gladiator, c'est la mort de Maximus. Moi, la mort de la famille, c'est un plot device tout à fait classique qui est pas fait pour l'émotion. Ce qui est émouvant, c'est Maximus qui retrouve sa famille par la suite. Il y a plein de gens qui disent qu'il y a un manque de tragédie, je suis pas d'accord. Tous les personnages sont ultra tragiques. Tu as entre les frères jumeaux qui se détestent, qui sont gangrénés par une Rome corrompue, le personnage de Denzel, esclave, qui bâtit les échelons jusqu'à sa propre mort et autodestruction. On va parler de tout ça après. Mais je trouve que c'est des figures tragiques, romaines, c'est un peu classique, presque shakespearienne, j'ai envie de vous dire, quoi. Il y a carrément une tragédie dans l'œuvre de tous les personnages. Autant, voire plus que dans le premier film. Pour les gens qui disent que c'est rushé, je trouve pas. Je trouve que les personnages sont développés, on prend le temps pour eux. Ils ont d'ailleurs beaucoup plus de développement pour la majorité d'entre eux que dans le premier film. Le premier film, il est beaucoup plus rushé. Et c'est pas un point négatif, hein. Le premier film est top en termes de rythme. Et le deuxième, je trouve aussi. Et c'est encore mieux la deuxième
deuxième fois que tu le vois. Le seul truc que je regrette un petit peu, c'est qu'il y a une phrase par rapport à Macrinus qui dit qu'il arme l'armée romaine. On sait que c'est un esclave, on sait qu'il était dans l'armée ou alors qu'il était esclave de Marc Aurèle et des choses comme ça. Mais le délire qu'il est en train d'armer l'armée, du coup l'armée le connaît, j'imagine, parce que c'est là que viennent leurs armes et du coup l'armée lui fait confiance. C'est un truc, une phrase comme ça balancée qui revient réellement jamais. C'est pas si grave, mais c'est vrai qu'on le voit comme un homme avec plusieurs visages. Et là, c'est juste un visage qui a été révélé en une phrase. Jamais l'armée vient vers lui en disant voilà, c'est un mec qui nous arme depuis longtemps, il est de confiance, tu vois. Denzel, je trouve génial. Comme beaucoup d'entre vous ont dit, je trouve pas qu'il fait Training Day 2. Oui, il fait un peu du Denzel, mais je veux dire, c'est Denzel. Dans tous les films, il fait un peu de Denzel parce que c'est Denzel. Tu vas pas te plaindre quand De Niro, il fait du De Niro, tu vois ce que je veux dire? Et quand on parle de figure tragique, moi j'adore le voir de plus en plus prendre en égo et tu comprends qu'il devient comme les empereurs. Et tu comprends qu'en fait que le siège de Rome actuellement est tellement corrompu. C'est un mec qui parle jamais d'égo, mais à la fin il est prêt à révéler son plan devant tout le monde parce qu'il a le Sénat dans la poche et il veut se faire des amis qu'il va pouvoir ensuite dominer. Et ces gens-là veulent être dominés pour le coup. Il commence à parler d'envoyer des dieux comme les empereurs, chose qu'il n'avait jamais évoquée avant. Donc plus il se rapproche du trône, plus il est comme les empereurs, déjà corrompus, et plus il révèle son vrai visage. Et au fait, c'est lui aussi une victime du système romain où il était esclave et son rêve c'était d'avoir d'autres esclaves. Et il voulait monter les échelons de la hiérarchie romaine, mais c'est ça qui l'a corrompu. C'est aussi pour ça qu'à la fin, il veut affronter le mec le plus chaud de l'arène parce qu'il se sent invincible, il se sent béni par les dieux, quoi. Et c'est ça qui le punit aussi. D'ailleurs, j'avais dit dans ma vidéo qu'il y avait un plan à cheval qui était pas très beau. En ayant revu le film, franchement, le plan il passe. C'est juste que je pense la première fois, t'es tellement dedans, tu vois tellement de trucs, tu fais moins attention, mais le plan passe très très bien. Je pense vraiment que si on prend une feuille et on regarde un peu tous les traits de personnages, tous les plans, toutes les phrases, toutes les séquences, et on compare le premier film et le deuxième, je pense que les personnages seront tout autant développés, voire plus, tout aussi tragiques. Je pense que, en étant tout à fait objectif et en adorant le premier film et en étant aveuglé, moi aussi, par la nostalgie concernant le premier film, je pense que beaucoup d'entre vous refusent d'accepter certaines qualités du film. Vous avez le droit de détester. Encore une fois, je dis pas que vous êtes aveugle ou je sais pas quoi, mais je pense qu'il y a aussi un déni de beaucoup de personnes sur plein de choses. On est tous d'accord que les singes, c'est raté en termes d'effets spéciaux. En termes de thématique, c'est intéressant, parce que les singes, c'est quelque chose qui est beaucoup repris. Les singes commencent dans l'arène comme des esclaves, et à la fin, il y a quand même un singe qui murmure à l'oreille de l'empereur. Ça montre justement que les singes peuvent être la forme la plus pure de bestialité, entre guillemets, monter les échelons romains. C'est ça un peu l'idée derrière ce Rome corrompu. Mais c'est vrai que oui, les singes sont moches en effets spéciaux. Et les singes, le problème, c'est que ceux à fourrure, ça passe, hein, mais ils ont trouvé qu'affronter un singe qui avait pas de fourrure était plus stylé, et oui, là, il est bien plus moche. Et surtout, le gros souci, c'est quand il se bat avec le personnage de Paul Mescal, où là, ça se voit qu'il y a un problème et que le mec tient rien. Enfin, c'est pas très très bien fait, ça oui. Les requins sont pas très beaux, et il y en a qui disent qu'il était pas nécessaire. En vrai, c'était nécessaire, parce que s'il y avait des gens qui tombaient dans l'eau, qu'ils étaient pas tués, mais juste tombaient, t'aurais pensé en tant que spectateur qu'ils pouvaient revenir. Oui, les requins sont pas très très beaux, mais j'ai vu des gens dire que c'est des VFX de M6 ou de téléfilms Netflix. Il y a un moment, vous abusez. Le reste des effets spéciaux sont invisibles. Ils sont extrêmement bien faits. Il y a juste ces deux animaux-là, et encore les requins, franchement, ça passe, hein. Mais ceux qui disent que c'est laid, on dirait une parodie ou je sais pas quoi, je suis désolé, je veux dire, vous avez vu des blockbusters de ces 25 dernières années, on est loin d'un truc laid, quoi. J'en ai vu des bouses ces 25 dernières années de blockbusters qui sont sortis là, depuis qu'il y a vraiment beaucoup d'effets spéciaux, et on est très très loin du compte, c'est même très bien. Et le budget apparemment au final est de 240 millions, ce qui en fait avec l'inflation 60 millions de plus que le premier film, mais vu l'échelle et vu comment Hollywood a beaucoup évolué ces 25 dernières années, le budget est pas choquant. Et un film qui coûte autant pour cette gueule-là, sauf encore une fois ces 2-3 trucs d'effets spéciaux, c'est très bien, il n'y a aucun souci. Ils ont recréé beaucoup de choses aussi dans la vraie vie, que ce soit le Colisée, quand ils ont filmé au Maroc, à Malte, le nombre de figurants, les costumes, enfin c'est un gros péplum quoi. Il y a des gens qui m'ont dit que la scène d'intro est vraiment nulle, enfin je suis désolé, moi l'attaque au début j'ai trouvé ça génial, c'est les mêmes procédés que dans le premier film, exactement les mêmes. Ridley a pas changé de méthode, c'est juste qu'il s'est un peu affiné, il est moins en shaky cam, il est beaucoup plus clair dans la mise en scène. Ridley, pour moi, il réalise ce film d'une meilleure manière. Pour avoir vu les deux films encore une fois, mais l'un après l'autre, et encore une fois l'un, la scène du début est pour moi tout aussi marquante que celle du premier Gladiator. Avec les navires qui arrivent, ces gens d'Africa Nova qui se préparent, défendent cette ville libre, et la conclusion à la fin avec ce général qui voulait pas les tuer, moi je trouve ça top. C'est même d'ailleurs, je crois, plus long et thématiquement tout aussi intéressant, certes différent que le premier film, ce qui est normal. Je trouve la scène mortelle. Il y a des gens qui ont dit que le film était pas woke alors qu'en réalité c'est ultra woke comme film. Juste un exemple, il y a quand même un médecin indien parce qu'il vient de Varanasi, qui est encore une ville qui existe en Inde. Alors je sais pas si c'est exactement le même endroit aujourd'hui, mais voilà, en tout cas ça existe. Immigré romain marié à une immigrée de Londres, ils ont des enfants romains qui parlent ni la langue, je sais pas si c'était quoi à l'époque, l'indien ou l'anglais, sorte de langue similaire. Ils sont tous les deux romains et ils parlent latin. C'est un film
ultra pro-immigration, ultra pro-LGBT, tellement que Denzel il est déçu que son bisou gay a été supprimé du montage. Denzel le dit dans le film, parfois il aime les hommes, et ça a choqué des gens, des homophobes quoi. C'est un film pro-révolutionnaire, anti-dictature, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est genre la définition même du wokisme. C'est ultra progressiste comme film. En plus, ça critique le rêve romain, qui est juste une allégorie pour le rêve américain. Et il y a tous ces parallèles que j'ai pas cités dans ma vidéo entre Romulus et Rémus. Et là, on peut le voir de différentes manières. On peut voir les deux films, par exemple. On peut voir les deux frères jumeaux. On peut aussi voir les deux frères Scott. Vous savez, hein, il parle beaucoup de fratrie depuis que son frère il est mort à Ridley Scott. Et il y a aussi un fratricide quand même dans le film. C'est pas rien. On peut faire ce parallèle constamment. Dans le premier film, Maximus voyait l'Élysée. Dans le deuxième, Lucius voit le Styx. C'est complètement différent. Ils ont des approches de vie différentes qui les définissent bien. Et il y a des gens qui disent que les empereurs c'est trop des clowns, ils surjouent. Ouais, c'est le but, c'est montrer à quel point la décadence romaine est dégueulasse. T'es censé les détester, ils sont censés être immatures, immoraux, ils sont censés être détestables ces gens-là. Et je trouve qu'ils jouent super bien ce côté insupportable. Parce qu'ils représentent la corruption la plus pure de Rome, le côté belligérant, leur envie de sang et de violence. Il y a quand même un gars qui nomme un singe en tant que premier consul, et ensuite qui dit ça sera une bonne journée parce qu'il prépare des combats dans l'arène et des exécutions de masse en rigolant. T'es censé les trouver insupportables. Je veux dire, Commode, dans le premier, il est insupportable, mais c'est le but, et personne s'en plaint aujourd'hui. Il y a des gens qui ont dit qu'ils comprenaient pas le rêve romain. Le rêve romain est assez clair. Un empereur pas puissant ou quasiment pas d'empereur. Un sénat très puissant, mais pas corrompu, et qui travaille dans l'intérêt de Rome. Et l'intérêt de Rome, c'est arrêter de conquérir, c'est de nourrir son peuple, nourrir ses armées, et arrêter cette gangrène de Rome, quoi. Il y a plein de gens qui ont dit que le premier avait plein de citations cultes, le deuxième n'en a pas. Encore une fois, je suis désolé, mais les citations cultes, il faudra attendre. On est en 2024, les films ne font plus des citations cultes comme ça en 2 secondes. Il faut laisser le temps au film de développer une sorte de statut plus ou moins culte pour que les situations ressortent. Ces dernières années, il n'y a pas beaucoup de films qui ont des citations cultes. Allez, peut-être il y a des gens qui vont se rappeler de moments iconiques de Dune. C'est l'exemple le plus récent que j'ai en tête, parce que c'est des vrais événements populaires géniaux, mais il y a des choses qui sont bien. Les discours de Lucius, les deux, je les trouve géniaux. Il y a beaucoup de philosophie, de poésie dans les dialogues, et les dialogues, il y a des gens qui ont dit qu'ils étaient nuls, mais je trouve qu'ils ont un rythme tellement génial, ils interagissent tellement bien. C'est jamais surexplicatif, c'est toujours des personnages qui se disent des choses logiques, qui se diraient dans ces situations-là, et en plus d'être extrêmement bien joués, je trouve que les dialogues ont une poésie, un rythme qui était aussi présent dans le premier film. Il y a plein de phrases sur la méditation, la vengeance, leur but dans la vie, des choses comme ça, qui sont pas que reprises du premier film. Mais la question est que, est-ce qu'on peut encore avoir des phrases et des citations cultes en 2024? Oui, mais avec beaucoup plus de difficultés et avec beaucoup plus de temps. Est-ce que ça va le faire pour Gladiator 2? J'en sais rien. Mais je trouve les dialogues vraiment bien écrits. Le gros truc aussi, c'était la musique. Il y a plein de gens qui ont dit qu'évidemment la BO de Hans Zimmer est largement meilleure que la BO de ce film, mais en réalité, ouais, je suis d'accord. La BO de Hans Zimmer, elle est spéciale, elle est unique, c'est l'une des meilleures de l'histoire du cinéma. Pour moi, il n'y a aucun doute. Mais ça veut pas dire que la musique de ce film est mauvaise. Au contraire. Pour moi, c'est juste que Ridley Scott, entre-temps, il a complètement changé d'approche. À l'époque, dans le premier film, il mettait de la musique tout le temps. Dès qu'il y avait une séquence, il mettait de la musique, et très rares étaient les scènes où il n'y avait pas de musique du tout. Dans celui-ci, il y en a beaucoup moins, surtout dans les scènes d'action où il met pas du tout de musique, mais il met que de la musique lors des speeches ou à la fin de scènes d'action. Et la différence avec cette musique-là, c'est qu'Hans Zimmer, c'est toujours un peu fantaisiste, sa musique. Il bosse pas toujours avec des vrais instruments, des choses comme ça. Là, Harry Gregson Williams, il fait une musique qui est plus de l'époque. Elle est plus symphonique, comme tu aurais pu entendre dans l'Empire romain à l'époque. C'est cette impression que tu as. Et du coup, il y a beaucoup plus de percussions, beaucoup plus de sons qui n'existaient pas à l'époque, il y a beaucoup moins de chorales, il y a plus des chants lyriques, percussions, de l'harpe et tout, qui rendent bien. Et honnêtement, pour avoir écouté la BO intégralement et revu le film, t'entends d'ailleurs la musique beaucoup plus la deuxième fois. Elle est prenante, elle est forte. Il y a des gens qui vont dire ouais mais il n'y a pas de thème. Je pense que cette obsession de ressortir d'un film avec un thème en tête n'est pas forcément un gage de qualité. Les thèmes en général que vous aimez, c'est parce que ce sont des leitmotifs. Ça veut dire que vous l'entendez plusieurs fois dans le film. Et là, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de leitmotiv. Enfin si, il y en a un, mais c'est celui du premier film. Et faites le test, hein. Les musiques mémorables de film, c'est celles qui passent plusieurs fois dans le film. Parce que vous liez ça à une thématique, à un personnage, c'est les leitmotifs. Et surtout, vous l'écoutez 3 fois durant le film. Et c'est très bien. Mais juger la musique d'un film juste parce qu'il n'y a pas de leitmotiv, parce que c'est souvent ça que ça veut dire pour beaucoup de personnes, je trouve que c'est dommage. Écoutez la BO, elle est assez épique quand même. Il y a aussi de la douceur, de la beauté, de la mélancolie. C'est pas Hans Zimmer et c'est pas au niveau de la première, on est totalement d'accord sur ça. Mais dire qu'elle est nulle ou oubliable, c'est juste qu'à chaque fois vous voulez sortir d'un film avec un leitmotiv et je pense que c'est pas une bonne approche quoi. Après oui, moi je trouve que le film est handicapé par le fait de reprendre beaucoup des musiques du premier, mais en même temps thématiquement et narrativement c'est logique et intéressant parce que c'était la musique de Maximus. Donc la reprendre pour marquer l'héritage de Maximus, c'est un peu normal. Mais c'est vrai que malheureusement, peut-être il aurait fallu un leitmotiv pour Lucius. Ça aurait été bizarre d'avoir un leitmotiv pour Lucius et pour Maximus. Mais alors attention parce que quand même le thème de Maximus ou les thèmes classiques de Gladiator sont quand même modifiés. C'est pas exactement les mêmes. Donc peut-être il aurait dû transformer un thème de Lucius pour qu'il devienne progressivement le thème de Maximus. Je n'en sais
sais rien. Mais c'est vrai que oui, ça aurait pu être fait différemment, mais je la trouve quand même très bien la musique. Elle est très fonctionnelle, la BO est mortelle, et pour moi la musique est juste pas utilisée de la même manière quoi. C'est pas aussi clipesque que dans le premier film, parce que dans le premier film c'est un peu clipesque quoi. C'est beaucoup de séquences, beaucoup de musique constamment. Là c'est pas la même approche, et quand tu regardes tous les films de Ridley Scott ces 15 dernières années, il a pas du tout le même rapport à la musique que dans Gladiator. Pour conclure tout de même, parce que j'ai beaucoup parlé et je sais que ça va énerver beaucoup de personnes, vous avez le droit d'avoir votre avis. Vous avez le droit de pas aimer ce film, c'est tout à fait ok. Moi je vous présente mon avis en 2 vidéos, assez longues en plus, mais je pense que beaucoup d'entre vous, vous devriez réessayer 2 choses. Premièrement, tous les arguments que vous avez par rapport au deuxième film, essayez de vous rendre compte si vous les avez parce que vous comparez constamment au premier film et vous n'arrivez pas à prendre le deuxième film pour ce que c'est. Et regardez même si certains arguments du deuxième film, vous ne pouvez pas les appliquer au premier. Moi, je vous conseille vraiment, après avoir vu le deuxième, de remater le premier et de retourner voir le deuxième. Parce que je pense que certains arguments, certaines choses que vous n'avez pas aimées, vous allez aussi les retrouver dans le premier. Si vous arrivez à mettre outre la nostalgie, quoi. C'est difficile, mais c'est ok de trouver des défauts à un truc que vous adorez. Moi, personnellement, j'ai préféré mon deuxième visionnage du film. Ça m'a réconforté dans le fait de me dire que pour moi, le deuxième n'a rien à envier au premier. Il le surpasse même sur certaines thématiques plus profondes, plus intéressantes, plus d'arcs de personnages intéressants, plus politiques, plus denses de manière générale. Ça n'enlève rien à la qualité du premier. Encore une fois, je veux dire, le 2 existe, le premier existe toujours. Et c'est le même film. Rien n'a changé. Donc le deuxième visionnage, j'ai beaucoup plus aimé. Et en réalité, c'est vrai que des péplums comme ça, il n'y en a plus. Et quand est-ce qu'il y en aura un autre? On ne sait pas. Sûrement jamais. Sûrement pas avant un long moment. Peut-être le troisième. Et encore une fois, si le deuxième n'est pas au niveau du premier, c'est pas grave. Ce n'est pas nécessaire de toujours faire la guerre au premier et au deuxième. Moi, j'adore ces 2 films. Et je vais les aimer, je pense, pendant longtemps. Et j'ai hâte d'avoir le Blu-ray 4K pour revoir le deuxième. Et je pense qu'avec le temps, les gens seront bien plus généreux avec le deuxième film. Maintenant, est-ce qu'il y aura un troisième? Tout va dépendre du box-office. Il faudrait que le film marche très bien. Et s'il y a un troisième, comment éviter, encore une fois, la redite de remettre tout le monde dans les arènes, quoi. Parce que le rêve de Marc Aurèle, c'était pas de finir dans les arènes. Après, peut-être, je sais pas, Lucius pourrait succomber lui aussi à Rome, à la corruption, ça pourrait être un arc intéressant, justement. Je sais pas dans quelle direction ils peuvent aller, mais dans tous les cas, moi j'ai envie d'une suite. J'ai envie de voir ce que ça va donner, j'ai envie de voir dans quelle direction ils vont aller, parce que là, je pense vraiment qu'ils peuvent à la fois s'émanciper des critiques qui ont été faites en mode redite et tout en continuant de faire des péplums de ouf incroyable, d'une qualité dingue. Ils ont l'histoire apparemment déjà du troisième, et je suis très curieux de savoir ce que c'est, parce que j'ai envie d'y croire. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces 2 films. Les avez-vous adorés ou détestés? Et je suis très conscient que ma partie sur Gladiator 2 va énerver beaucoup de personnes, mais c'est comme ça, on est là, je vais en prendre plein la gueule, mais c'est la vie. Je préfère avoir mon avis et ensuite voir vos commentaires auxquels j'essaie de répondre le plus possible avec le plus d'objectivité possible. Mais évidemment, c'est pas toujours possible, on fait ce qu'on peut, mais j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à Saborgos VPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus de contenu. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.